Bonjour, cette semaine, on va essayer de terminer l'impôt sur le revenu et pour cela, on doit faire l'impôt sur le revenu salarial et l'impôt sur les revenus et les profits de valeur mobilière. Commençons par les revenus salariaux et comme pour tous les impôts, on va voir le champ d'application de l'impôt. Il s'agit de quels revenus soumis à l'impôt? Il s'agit de tous les éléments de salaire, quelle que soit l'appellation, salaire de base, émolument, attachement, etc. Les avantages en argent et en nature, le cas par exemple d'une entreprise qui donne un appartement gratuitement à un salarié ou met à sa disposition un appartement qu'il prend en charge en termes de location ou qu'il prenne en charge aussi les frais de domesticité d'un salarié. Les indemnités, même réparant des dommages et préjudices, et les pensions et rentes viagères, par exemple touchées par quelqu'un qui bénéficie d'une retraite parce qu'il a été salarié ou bien parce qu'il avait souscrit à une police d'assurance. Les revenus exonérés. Les revenus exonérés, on dit aussi revenus exemptés. Alors, il s'agit des indemnités, c'est une règle importante, couvrant les frais engagés pour l'exercice de la fonction. Si je voyage pour négocier un contrat, j'engage des frais d'hôtel, de restaurant et de transport. Ces indemnités qu'on pourrait me donner, c'est simplement pour couvrir ces charges. Et donc, ces charges, ce n'est pas un salaire pour moi, ils doivent être exonérés. C'est aussi le cas, et là encore c'est une règle importante, des indemnités ayant le caractère de dommages et intérêts, des dommages surtout destinés à couvrir des préjudices subis dans le cadre de son travail. On va voir des exemples. Les cotisations patronales et sécurité sociale, même si c'est l'employeur qui les prend en charge, donc on va dire que c'est un complément de revenu implicite pour le salarié, eh bien c'est exonéré par mesure sociale. Les allocations familiales, les pensions alimentaires, les pensions d'invalidité et de rente d'accident de travail. Vous voyez là qu'il y a l'aspect social prépondérant, mais aussi l'aspect indemnité couvrant des préjudices ou bien réparant des préjudices subis. C'est la même chose aussi pour l'indemnité de maladie, de maternité ou bien d'allocation d'essai. Il s'agit d'un préjudice, la maladie ou la maternité qui nous empêche de gagner de l'argent, eh bien on les répare par ces indemnités. Donc ces indemnités, on va dire, seraient exemptes de l'impôt sur le revenu. C'est aussi le cas des allocations d'essai pour les ayants droit. Il s'agit aussi, et c'est important, des indemnités de licenciement dans la limite de 36 mois du salaire. La liste des éléments exemptés est longue. Je vous conseille, si vous voulez voir du détail, de voir le Code général des impôts et la circulaire 717, tome 1. Alors, exemple de limite d'indemnité de licenciement exonéré. On va voir le cas d'un salarié licencié après 30 ans de travail. On suppose que son salaire est de 10 000 dirhams et on va supposer l'indemnité dans le cadre de la procédure de conciliation qui est de l'ordre de 1,5 mois de salaire sur les 30 années, soit 45 mois de salaire. Quelle est l'indemnité exonérée et quelle est l'indemnité taxable? Alors l'indemnité exonérée est limitée à 36 mois comme on a dit. Elle est de l'ordre donc de 10 000 fois 36, soit 360 000 dirhams. L'indemnité imposable est de l'ordre de 9 mois qui dépasse les 36 mois. Donc l'indemnité imposable est de 10 000 dirhams fois 9 mois, c'est-à-dire 45 mois accordés moins 36 mois autorisés, soit 90 000 dirhams. La base imposable de l'impôt sur le revenu. Je vous conseille de retenir ce petit schéma, il est important. Alors, le salaire brut, c'est l'ensemble des éléments positifs du salaire, prime, indemnité, allocation, etc., duquel on retranche les éléments exonérés, allocation familiale, indemnité de caisse, indemnité de maladie, éventuellement, etc. Et ça nous donne le salaire brut imposable. C'est un salaire brut à une étape de ramification intermédiaire. De ce salaire brut imposable, on va déduire les charges déductibles supportées par le salarié, on va déduire les frais professionnels et éventuellement pour les retraités, les abattements ou bien pour d'autres catégories socio-professionnelles, les abattements prévus en pareille matière.
Si on retranche tout cela de ce salaire brut imposable, on va trouver notre salaire définitif, le salaire net imposable qu'il faut imposer. Dit autrement, on doit retenir le schéma suivant de calcul du salaire net imposable qui doit passer par 5 étapes. Première étape, le salaire brut, c'est l'ensemble des éléments positifs comme je viens de dire, je suis en train de me répéter autrement. De ce salaire brut, je dois retrancher, deuxième étape, les éléments exonérés, ce qui va me donner le salaire brut imposable, le salaire brut moins les exonérations. Après quoi, on va opérer les déductions et les abattements éventuels du salaire brut imposable, ce qui nous donnera, dernière étape, le salaire net imposable, soit le salaire brut imposable moins les déductions et abattements. On va commencer avec les déductions sur salaire brut imposable et on va commencer par les cotisations sociales et primes d'assurance groupe. Les cotisations et primes d'assurance que supporte le salarié pour les prestations à court ou à long terme telles que la retraite sont déductibles, ce sont des charges supportées par le salarié. On va aussi pouvoir déduire chez le salarié les primes et cotisations d'assurance retraite dans la limite de 50% du salaire net imposable sous 3 conditions. D'abord, si le contribuable ne dispose que du revenu salarial. Deuxièmement, il faut que la durée du contrat dépasse les 8 ans, comme on l'avait vu pour les déductions surhières globales. Et ensuite, il faut que la prestation soit servie après l'âge de 50 ans. Ce sont 3 conditions sine qua non pour la déduction de ces 50%. Le salarié peut aussi déduire, lorsqu'il s'agit de logement économique, et le principal et l'intérêt normal des logements économiques, dans la limite bien sûr de 10% du salaire net imposable. Et le salarié peut déduire aussi le remboursement en principal et intérêts normaux des logements économiques, et ce dans la limite de 10% du salaire net imposable. Le logement économique, c'est le logement dont la superficie est entre 50 et 80 mètres carrés et dont le prix ne dépasse pas 250 000 dirhams hors taxe. C'est la même chose pour, en plus du coût d'acquisition, en plus du principal, on doit ajouter la rémunération convenue d'avance lorsqu'il s'agit du contrat Murabaha et la marge locative lorsqu'il s'agit du contrat Ijara Muntahiya Bitamlik. Exemple de déduction des intérêts. Alors, on suppose les éléments suivants, soit salaire brut annuel de 100 000, des éléments exonérés tout calcul fait 4 000 et des frais professionnels et cotisations sociales, tout compte fait 36 000. Je simplifie l'exemple. Je suppose un prêt d'acquisition de l'habitation principale de 400 000 et des intérêts annuels payés de l'ordre de 22 000. Quel est le montant déductible? Alors, le salarié ici, dans notre cas, ne peut déduire que les intérêts. Pourquoi? Parce que le prix dépasse les 250 000 dirhams. Donc, ce n'est pas un logement économique. Le salaire brut, c'est quoi? Le salaire brut imposable, c'est quoi? C'est le salaire brut, moins les éléments exonérés. Donc, c'est 200 000 moins 4 000, ça donne 186 000. Les déductions sur revenus, c'est 36 000, c'est déjà calculé. La limite de la déduction. Bien, la limite de la déduction, on a dit le salaire net imposable. Eh bien, c'est simplement le salaire net imposable avant calcul des intérêts. Donc, c'est le salaire brut imposable moins les autres charges, frais professionnels, cotisations sociales, fois 10%. C'est ça la limite de la déduction des intérêts. Les intérêts payés, on remarque 22 000, c'est supérieur à 10% du salaire net imposable avant intérêt. Donc, les intérêts déductibles, on ne peut déduire que 16 000, la limite. Le total des déductions, c'est quoi donc? C'est les frais professionnels et cotisations sociales plus la limite des intérêts, donc c'est 36 plus 16 000, ça fait 52 000. Le salaire net imposable, c'est quoi? 196 000 moins le total des charges déductibles, y compris les intérêts limités, 52 000, donc 144 000. Exemple de calcul de cotisation de l'assurance retraite. Vous voyez, je ne fais pas de la théorie, je donne beaucoup d'exemples. Alors, exemple, soit un salarié disposant d'un salaire net imposable, tout calcul fait, qui a souscrit au régime de retraite complémentaire. Je suppose que la prime annuelle d'assurance retraite est de 60 000. Alors, la possibilité de déduire la prime est dans la limite de 50% du salaire net imposable, puisqu'on n'a que le salaire. Le salaire net imposable, tout calcul fait, c'est 100 000.
La déduction calculée, c'est dans la limite de 50%, justement, c'est 100 000 fois 50%, soit 50 000. Même si on a payé 60 000 dirhams. La déduction se fait donc à hauteur de 50% du salaire, soit 50 000 dirhams, et non pas 60 000 dirhams. Voilà pour la première partie des revenus salariaux. Dans la vidéo suivante, on va voir la suite des déductions sur salaire et les modalités de calcul de l'impôt sur le revenu des salaires. Merci.